Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons démarrer cette conférence sur l'intelligence artificielle, pour laquelle nous accueillons Alice Thomas, qui est photographe, et Jonathan Gilbert, fondateur de D3 Talents, une agence de production IA. Il vous en parlera un peu plus après. L'UPP a organisé ou participé à de nombreuses conférences autour de l'IA, souvent autour de la défense du droit d'auteur. On a pointé un peu les dérives, les dangers, le pillage, tous ces aspects plutôt technico-juridiques. Et on s'est dit qu'on avait envie aussi de donner la parole à ceux qui utilisent l'IA, aux photographes qui utilisent l'IA aujourd'hui, pour essayer de sortir un peu de cette dichotomie entre ceux qui pensent que l'IA générative c'est le diable et que l'IA en général nous mène à va emmener l'humanité à sa ruine, et puis les technos BA qui pensent qu'au contraire l'IA va sauver tout le monde et que c'est formidable. Donc là, on a la chance ce soir d'avoir notamment Alice qui utilise l'IA dans sa pratique de photographe, qui va être là pour vous présenter un peu les opportunités, comment les photographes aujourd'hui peuvent utiliser l'IA pour développer leur travail, peut-être découvrir explorer de nouveaux territoires. Et on va discuter, je pense, à peu près 45-50 minutes. Ensuite, j'espère qu'on pourra échanger avec vous si vous avez des questions, que ça aura suscité des envies. Et je vous propose rapidement, Alice et Jonathan, de vous présenter en quelques mots. Merci. Oui, donc je m'appelle Alice Thomas. Je suis photographe documentaire depuis une dizaine d'années. Et je fais de l'IA depuis à peu près 2 ans. J'ai eu beaucoup de réticence au début à me mettre à l'IA, donc je le détaillerai peut-être après, mais je comprends tout à fait ce qu'un photographe peut ressentir avec l'arrivée de l'IA. J'utilise l'IA pendant longtemps, donc pendant les 2 dernières années, j'ai utilisé l'IA de manière très séparée. Donc j'avais d'un côté mon travail de photographe avec des réseaux sociaux sur mon compte de photographe, et j'avais d'autres réseaux sociaux pour mon compte d'IA. J'étais très vigilante à mettre un cadre bien précis pour que tout le monde sache quand c'était l'IA ou quand ça n'en était pas. Et puis, comme souvent, ça m'a un peu gênée au bout d'un moment, et donc j'ai cherché à mélanger les médiums pour arriver à un territoire d'expression qui aujourd'hui me convient tout à fait. Et donc dont je pourrais vous parler. J'ajouterais juste que je crois qu'il y a un QR code quelque part. Oui, tout à fait, que j'ai oublié. Et donc si vous voulez regarder mon travail, c'est aussi une très bonne manière de comprendre ce que je dis. Donc vous pourrez, il y a un QR code là-bas, vous pouvez scanner pour voir ce que je fais. Voilà. Jonathan. Alors oui, je vous invite à regarder le travail d'Alice qui est incroyable. Elle a notamment fait une série sur la vie secrète des arbres. Et elle est partie de ces photos argentiques pour animer ces arbres. Et les arbres deviennent vivants, bougent, partent en courant, sautent dans la mer et tout. Donc c'est assez ahurissant comment on peut partir de la photo argentique traditionnelle et pousser, on va dire, sa vision grâce à l'IA. Donc allez voir, parce que c'est vraiment marrant et assez incroyable dans la démarche. Et moi je suis Jonathan Gilbert, l'agent d'Alice. J'ai cofondé la maison D3 Talents, qui est une maison de production spécialisée en IA, qui produit du contenu print, des films, et aussi on fait ce qu'on appelle une manufacture, où on crée du contenu dédié avec des équipes dédiées pour des marques. Avant ça, moi j'étais directeur artistique, je viens du monde plutôt du branding. Je viens de la ville de Nîmes et pas de Détroit, donc je connais très bien Arles. À Nîmes, j'avais cofondé un festival d'illustration qui vit toujours d'ailleurs depuis 5 ans, qui n'avait pas à vocation à concurrencer Arles, mais d'amener une touche de couleur dans nos villes du Sud. Donc je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui, parce que Arles et tous les talents que la ville met en avant, c'est vraiment génial. Donc j'en suis ravi de prendre la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour débattre en fait aujourd'hui de la place de l'IA dans ce monde et avec la photo, donc n'hésitez pas. Merci Jonathan. Je reviens vers toi Alice. Effectivement, donc, tu disais que tu avais été un peu réticente au début à mettre les mains dans l'IA générative. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à creuser cette piste, et comment ça s'est passé ?
Très concrètement, moi c'était très lié à Midjourney, hein, donc quand Midjourney est sorti, donc Midjourney pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une des grandes intelligences artificielles pour l'image. Donc j'ai commencé à regarder, puis je trouvais ça complètement nul, ça faisait des espèces de trucs, ça réagissait pas bien, et puis le temps a passé, je commençais à être horrifiée par ce qu'on entendait, par ce qui s'annonçait, c'est-à-dire que bientôt on disait que l'IA allait remplacer les photographes, qu'on serait bientôt capable de faire n'importe quoi avec l'IA, donc j'étais plutôt très très effrayée. J'avais très très peur aussi pour mon revenu, parce que je suis photographe documentaire, mais je fais aussi de la publicité et du corporate. Et donc j'étais globalement très inquiète. Et puis en juillet 2023 est sortie la grosse mise à jour de Midjourney qui a vraiment beaucoup changé en termes de qualité. Et donc j'ai essayé, je commençais à trouver ça pas mal, ça réagissait plutôt bien au prompt et tout. Et puis je me suis dit, j'avais une petite fille, j'ai toujours une petite fille qui avait 2 ans à l'époque. Et donc ça m'empêchait un peu de voyager, de pouvoir faire mes grands projets documentaires. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc j'avais dans l'idée d'aller, je suis franco-britannique, donc j'avais dans l'idée d'aller faire un truc dans le nord de l'Angleterre. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être une fanfare. Donc j'ai commencé à demander à l'IA de me générer des photos de fanfare. Puis je me suis dit, tiens, et si c'était à la mode de Martin Parr, qu'est-ce que ça donnerait? Ça me donnait des trucs. Et puis j'ai commencé à trouver ça rigolo. Et donc j'ai commencé à jouer un peu. Et puis tout à coup, j'étais en train de m'amuser et il y a un visuel qui est sorti d'un jeune homme. Et en fait là, il y a eu comme un instant d'arrêt où j'ai été touchée. Donc c'était un regard caméra et c'était un regard qui franchement m'a profondément touchée. Et alors là, il y a eu comme un bouleversement où je me suis dit « Ah non mais en fait, jusque-là je croyais que c'était vraiment un truc pour faire joujou où ça générait des images un peu comme de l'illustration, mais pour moi ça n'avait aucun rapport avec la photo. Et à partir du moment où j'ai ressenti cette émotion-là, je me suis dit « Ah non mais en fait, j'avais pas compris l'ampleur du truc. » Et donc là, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu un genre d'épiphanie où je me disais « Mais en fait, à la fois j'étais complètement, complètement surexcitée en me disant ah mais je peux faire des tonnes de trucs, je peux imaginer oh là là mais il pourrait faire ça et puis je peux faire un truc au Japon et puis je pourrais faire un truc là-bas. Donc je me disais mais en fait l'étendue des possibilités est tellement grande que je sais même pas par où commencer. Et puis à la fois j'avais quand même toujours un peu peur quoi. Et puis en fait j'ai passé je pense les 3 mois qui ont suivi à fond dedans, à essayer des tonnes de trucs. Et puis en fait plus je faisais, plus j'avais des idées. Et donc ça a débouché sur une série que j'ai faite complètement fictive, tirée d'un sketch des Monty Python sur le ministère des marches ridicules. Donc je vous raconte pas tout le truc, mais où en fait j'ai inventé un événement dans une ville du nord de l'Angleterre qui n'existe pas, donc un espèce de concours de marche la plus ridicule possible. Et donc j'ai créé les catégories, j'ai créé des compétitions, des noms d'équipes, enfin voilà, ça m'a occupé pendant pas mal de temps. Et en fait j'ai trouvé ça emballant d'un point de vue purement créatif. Voilà. Okay, merci Alice pour ce premier témoignage. Jonathan, toi tu me disais donc des 3 talents, aujourd'hui c'est une 12aine de talents. Tu peux nous dire un petit peu d'où ils viennent et concrètement comment vous travaillez ensemble et quel type de projet vous menez? Oui, alors nous on produit du contenu pour des marques, principalement des marques de luxe ou des marques assez premium. Nos talents, nous quand on fait la curation de nos talents, en fait ce qui est très important pour nous c'est que nos talents ils aient une culture visuelle forte, qu'ils aient un œil, une patte, un style, qu'en plus de ça, ils ont une bonne maîtrise des outils IA. Et quand ils combinent un œil, une culture visuelle à la maîtrise de ces outils, là on arrive à créer vraiment sans limite. Donc là, on arrive à narrer des nouvelles histoires, on arrive à narrer des nouvelles visions, des nouveaux schémas narratifs, on peut vraiment aller loin, donc là c'est vraiment intéressant. C'est des opportunités créatives pour les talents et c'est des opportunités évidemment pour les marques aussi. Ce que raconte Alice, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est documentariste, elle faisait de la photo sur des sujets précis, elle documentait tout ça de manière très esthétisante. Là, elle arrive à faire des nouvelles séries où elle fait des documentaires imaginaires sur un faux mariage, sur des sumos, sur des histoires sorties de sa tête. Donc c'est assez impressionnant comme manière de narrer une histoire et c'est assez incroyable.
Moi, je dis aux photographes qui ont peur de prendre ces outils en main, c'est normal que ça soulève des préoccupations. Ça soulève des préoccupations sociales, ça soulève des préoccupations juridiques. Les préoccupations sociales, c'est assez normal parce que vu que c'est là un nouveau paradigme, une révolution, pour moi, c'est même c'est un changement civilisationnel, l'arrivée de ces outils. Ça soulève des peurs parce qu'on ne sait pas où on va aller. Après, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce que ça va être demain. Mais je pense que les photographes, ils ont un pouvoir en eux parce qu'ils ont une culture visuelle très forte. Ils arrivent à narrer des histoires, ils arrivent à narrer leur intimité, ils arrivent à raconter des belles histoires aux gens. Donc ça, c'est une force que vous avez, vous les photographes. Et ces outils IA vont vous aider à raconter ces histoires, à amplifier votre créativité. Moi, je le vois comme ça. Évidemment, nous, on produit du contenu de manière à bon escient, c'est-à-dire que ces outils, on les utilise pour créer et surtout pas pour reproduire. On est une maison de production, on n'est pas une maison de reproduction et on représente des auteurs et on ne représente pas des copieurs. Donc évidemment, ces outils, on peut les utiliser de manière néfaste, si on veut, en copiant des gens, etc., ce qui soulève des problèmes de droit et d'éthique. Mais si on veut utiliser ces outils à bon escient, avec des gens qui respectent leur style et qui le développent, moi, j'y vois que des opportunités et aucun souci. Et alors, moi, je réagis, tu disais, effectivement, vous travaillez beaucoup pour des marques de luxe. Parce que souvent, on se dit, les gens ou les marques vont utiliser l'IA pour faire des réductions de coûts drastiques, etc. Il y a certainement des économies qui sont faites, mais néanmoins, vous travaillez sur des productions qui ne sont pas au rabais. Non, alors, ce qu'on dit, c'est que déjà, nous, on a pour ambition d'amener l'excellence du luxe dans l'univers de l'IA, parce qu'on voit énormément de choses un peu bas de gamme dans l'IA, parce que les outils sont très faciles à prendre en main. Donc ça peut niveler le marché vers le bas. Nous, on a pour but justement d'utiliser l'IA pour continuer à ramener de la qualité et un très haut niveau d'excellence. Donc c'est le pari qu'on fait avec nos talents et nos équipes. Après, c'est sûr que l'IA, ça permet, ce qu'on dit, les grandes phrases, c'est better, faster, stronger. Donc on arrive à créer de manière un peu plus rapide, à produire des grosses prods de manière plus rapide, à des coûts qui sont plus raisonnés, mais il y a quand même des coûts, c'est pas magique, ça prend du temps, et des ressources de talent qui sont précieuses. Et après, par contre, plus stronger, c'est que pour moi, il n'y a pas de limite de créativité. Si la marque veut shooter en haut de l'Everest avec 20 mannequins, aujourd'hui, on est quand même capable de le faire en IA, et ça serait compliqué de le produire de manière classique. Une autre chose aussi, c'est que en fait, l'IA est plus sustainable, donc on arrive à produire plus bas carbone. On entend beaucoup que l'IA pollue énormément, donc oui, il y a un coût carbone, mais en fait, quand on a fait un gros livre blanc avec une agence conseil en stratégie durable, donc des gens qui sont bien plus calés que moi sur le calcul des coûts carbone, mais on a comparé les coûts carbone d'une prod classique à l'étranger, en France, en studio, comparé à des coûts carbone en GenAI, et on est beaucoup plus bas en GenAI. Donc, en fait, tous ces arguments, c'est le sens de l'histoire que les marques y aillent, que l'innovation, que les talents, que les créatifs vont l'utiliser. Donc, je pense qu'il faut l'embrasser, l'utiliser à bon escient et continuer à créer avec. Oui, je pense qu'au fond, ça parle beaucoup aussi de notre profession et de la résistance au changement. On n'a pas tous la même capacité à absorber le changement et on en parlait ce midi. Et je pense aussi que c'est pas toujours cohérent dans notre écriture de photographe de se mettre à l'IA, mais ça peut être vu, au-delà de la menace, ça peut être vu comme une grande manière d'enrichir son travail. Il y a autant de manières d'utiliser l'IA qu'il y a d'artistes. J'ai une amie peintre qui est une très grande peintre et qui se sert de l'IA pour avoir des modèles photographiques, donc ça lui simplifie la vie. Donc elle utilise Midjourney pour faire des modèles et pour après pouvoir les peindre. J'ai des amis photographes qui utilisent l'IA et qui après photographient, font des collages, mélangent. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de manières d'utiliser l'IA. Moi qui ai trouvé ce terrain d'expression à animer mes images, donc je shoote en argentique, je scanne et après je les anime. Enfin voilà, il y a plein de manières et puis il y a des manières, respectueuses de notre profession aussi. Donc moi quand je me suis aperçue pendant 2 ans que tout était bien séparé, mais que quand même à partir d'IA,
j'avais un petit problème éthique à la base, hein. Donc je suis photographe, puis j'utilise une technologie qui est basée sur le vol d'images. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné pour moi. Et donc cette manière que j'ai trouvée de pouvoir animer mes propres images et qui fait qu'en fait là, il n'y a que mon travail qui est utilisé dans l'IA, ça aussi c'est une manière qui est vachement intéressante. Du coup, moi je ne vois plus aucun problème à l'utilisation de l'IA en tout cas. En discutant aussi, tu me disais, parce que c'est une autre image qu'on peut avoir, c'est voilà, je fais un prompt, j'ai une belle image, et c'est très facile, et donc c'est très simple de devenir un créateur d'images générées par IA. Mais toi, tu me disais que pour obtenir un résultat non seulement quali en termes de définition et un résultat abouti avec un œil de photographe, c'était pas si simple que ça. Oui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de manière générale la fausse idée que comment faire un film en 5 minutes, et gratuitement, etc., etc. Donc ça, c'est beaucoup de choses mensongères. Ça me fait penser à l'arrivée des appareils photo sur les iPhones, quand tout le monde croyait que ça y est, tout le monde pourrait être photographe. C'est très similaire, hein. Donc l'IA, effectivement, tout le monde peut générer des images, hein. J'imagine que certains d'entre vous vont essayer, c'est assez facile. Mais de là à générer des images de qualité professionnelle pour des marques ou pour un travail artistique, il y a quand même une très très grande différence. Et pour avoir réalisé récemment une campagne de pub pour une banque, par exemple, ça a nécessité pour 3 visuels, je pense qu'il y a plus d'1 mois et demi de travail. Beaucoup d'allers-retours, l'utilisation d'énormément d'IA. C'est pas une IA, mais c'est entre 5 et 10 en moyenne qui sont utilisées. L'intervention d'un retoucheur très très calé. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de travail, quoi. Donc je pense que c'est important de le savoir aussi, que c'est vraiment la maîtrise d'une technique. Et pour moi, c'est finalement assez éloigné du métier de photographe, parce qu'on n'est pas dans la magie de l'instant. On n'est pas le métier de photographe, il y a quelque chose de très immédiat. Il y a des gens très calés qui en ont parlé de la meilleure manière que moi, mais vous voyez bien de quoi je veux dire, de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... on travaille pendant des semaines pour préparer un moment, et après c'est dans l'immédiat que ça se joue. Là, l'IA, c'est pas du tout ça. On génère une image et on arrive petit à petit, on regarde, on trie, et on arrive petit à petit à l'image parfaite. Et en fait, il y a aussi une espèce de compétence de commissaire d'exposition. Donc, où on trie. Donc, je trouve que l'œil du photographe là-dedans est fondamental. Il faut être capable, au milieu de milliers d'images, déjà de ne pas se fatiguer, et aussi de maintenir un œil constant pour pouvoir faire une série, pour pouvoir faire une campagne, et une qualité constante. C'est un peu le même truc qu'en cuisine, c'est-à-dire que tout le monde est capable de réaliser un super plat pour une personne ou pour 2, mais de là à faire 50 couverts tous les soirs de manière constante, c'est pas du tout la même chose, et de manière professionnelle. Juste par rapport aux séries, effectivement, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire faire une belle image, des fois ça peut arriver. Oui, on a de la chance parfois. Voilà. Mais effectivement, faire une série et faire une série avec l'IA, j'imagine, c'est relativement complexe. C'est oui et non. Je trouve que en fait c'est très très intéressant, et même pour un photographe, je trouve qu'il y a quelque chose de très enrichissant, c'est qu'on s'aperçoit déjà, il y a quelque chose qui me fait rire, c'est que mon travail en IA, on voit que c'est la même écriture que mon travail de photographe, donc et c'est pas fait exprès, donc il y a quelque chose de très intuitif qui se passe que je maîtrise pas du tout, et je trouve que dans la construction d'une série, là c'est exactement le même travail qu'un travail de photographe documentaire, hein. Donc quand on sait raconter une histoire en tant que photographe documentaire, on s'est raconté une histoire avec l'IA. Et typiquement, on voit aussi quand le travail est fait par un DA. C'est-à-dire qu'on voit la différence. Un directeur artistique, pardon. C'est-à-dire qu'on voit... Et pour moi, c'est un des problèmes de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il manque de talent de photographe. Les photographes étant assez réticents à l'utiliser, ça se ressent dans la qualité générale de l'IA qui sort aujourd'hui. On ne voit pas assez de séries, on ne voit pas assez de visuels de qualité, pas assez de diversité. On voit toujours la même esthétique. Je pense que vous voyez aussi bien que moi cette espèce d'esthétique futuriste qui est telle qu'elle est, mais qui est un peu trop présente. Ça manque de visuels, ça manque de richesse, quoi. Et il y a une vraie opportunité pour les photographes d'un point de vue artistique. C'est quelque chose qui me... C'est pas grave. D'un point de vue artistique, il y a une vraie opportunité, mais il y a aussi une vraie opportunité professionnelle où de plus en plus d'agences de com... ça a l'air de se diriger vers ça, cherchent des profils mixtes, donc des personnes qui sont capables de shooter et qui sont capables de générer le reste de l'image en IA.
Donc j'appelle franchement les photographes à se mettre à l'IA, ne serait-ce que pour que les modèles qui sont en train de se construire en ce moment se construisent aussi avec des gens de talent. J'ajouterai un petit bémol qui est mon discours favori, idéalement des femmes. Donc on est quand même dans une sous-représentation, je crois qu'on est à 9% de femmes. Donc j'appelle vraiment les femmes et les femmes photographes à essayer de se mettre à l'IA parce qu'il y a un besoin urgent. Si on rate le train, ça sera trop tard. On pense qu'il reste encore à peu près 5 ans. Voilà. Et toi, Jonathan? Un coup de pression. Jonathan, mais bon, en 5 ans, c'est encore jouable. Les photographes peuvent être très réactifs. Donc les talents, tu me disais, vous avez des photographes, vous avez des réalisateurs, parce que vous faites de la vidéo, vous avez des DA, des directeurs artistiques également. Comment vous les avez un peu, est-ce que vous les avez castés? Enfin, comment ça s'est fait? Parce que c'est une génération spontanée. Comment on recrute un talent chez Détroit? Ouais, alors déjà, il y a 3 ans, nous, quand on a créé Détroit, sur le marché, il n'y avait que des gens qui faisaient des choses futuristes, des choses manga. C'était des geeks en fait, donc ils faisaient ce qu'ils aimaient. L'outil était incroyable, mais les gens qui l'utilisaient ne répondaient pas à une esthétique de marché et une esthétique pour les marques. Moi, pour un travail pour Chanel, c'est comme ça qu'est née l'idée. On cherchait un talent qui devait illustrer un document qui s'appelait Chanel 2035, qui parlait du futur. Et je me suis dit, il faudrait trouver un talent qui fasse de l'IA. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trouvé au début. Et on a fini en cherchant, en traînant sur Discord, à trouver des gens qui avaient une esthétisme intéressante. Et on s'est dit, il faut qu'on creuse. Et j'ai creusé. On est rentré dans la techno, dans les artistes. On a commencé à discuter avec la communauté. Et c'est là qu'on a monté Détroit Talent en repérant les quelques artistes internationaux, français, qui avaient une esthétisme, pas science-fiction, mais une écriture intéressante pour les marques. Et petit à petit, des nouveaux talents ont émergé, on a poussé aussi les amis, on a amené du monde, et c'est comme ça qu'on a fait la curation avec des artistes qui ont poussé leur travail photographique, ou de DA, ou de réalisateur, en utilisant l'IA, et qui avaient un travail intéressant, et qui avaient une belle vision, et là où un travail où on ressentait leurs pattes. C'est comme ça qu'on a commencé à recruter et à représenter, pas recruter, mais représenter des différents talents. Et après, petit à petit, on a commencé à signer une marque, deux marques, pas mal de clients. Donc là, au final, on a commencé à avoir une petite notoriété. Et là, tous les talents qui émergeaient nous envoyaient leur dossier, leur book. Et donc, ce qui nous a donné une bonne visibilité sur le marché français et européen. Et on a pu voir qui sortait un petit peu du lot, et on a pu représenter notre pool d'artistes aujourd'hui qu'on représente, sur lequel il y a une super belle diversité. Qui viennent, pas que des Français d'ailleurs. Pas que des Français, non, on a des gens on a une personne de Oman, on en a entendu parler là avec le Détroit d'Ormuz récemment. On a des Allemands, on a un Anglais, une Américaine, et après on a principalement des Français. C'est quand même plus facile, vu mon niveau d'anglais, de travailler avec des Français. J'ajouterais quand même que la France est quand même très 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 bien placée en termes d'IA. Donc il y a aussi, je suis très approchée par d'autres pays européens, et c'est impressionnant de voir à quel point ils sont en retard par rapport à nous, y compris l'Angleterre que je trouvais quand même assez calée en termes de photos pub, en tout cas on va dire. Et on est très très en avance en France. Donc c'est ça aussi qui est chouette, c'est de participer à un marché qui est déjà en avance par rapport au reste de l'Europe, voire même du monde. Je voulais parler, oui, parce qu'en discutant, et tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, toi, avant de te lancer dans l'IA, il y avait ce côté un peu presque schizophrénique, c'est-à-dire que je fais l'IA d'un côté, j'ai un autre compte pour mettre mon travail, et tu me disais qu'encore aujourd'hui, on peut le constater, être photographe et faire de l'IA, c'est pas évident. Je sais que par exemple à Arles, ici, à l'église des Trinitaires, il y a, dans l'exposition, il y a des images qui ont été entièrement générées par IA. Il y a eu un article dans Le Monde là, qui en a parlé hier. C'est mentionné très rapidement que c'est de l'IA. On sent que c'est pas encore... alors effectivement, on manque d'un cadre. C'est-à-dire que ce que tu disais aussi, ça serait mieux si on avait un cadre, si on savait à qui appartenaient les images, si on savait que les IA étaient entraînées de manière légale et n'avaient pas fouillé un peu à droite à gauche. Mais on sent qu'il y a une espèce de gêne quand même par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'assumes, toi, j'ai l'impression comme autrice IA,
Mais est-ce que tu rencontres encore des freins lorsque tu présentes ton travail, lorsque tu démarches? Évidemment. Alors déjà, je trouve qu'effectivement, ma conviction profonde, c'est que quand le cadre est clair, la liberté est grande. Donc effectivement, le fait que ça manque de cadre autant juridique que là, typiquement, ce que tu mentionnes en termes d'expo, mais je vois aussi dans les journaux, des trucs qui sont faits en IA, c'est pas mentionné, etc. etc. Ça, je trouve ça très très gênant parce qu'en fait, ça participe aussi aux réticences des professionnels à sauter le pas. Donc ça, moi, franchement, ça me gêne profondément. Je trouve que là, avec le temps qui passe, c'est de moins en moins nouveau, donc c'est quand même un peu plus facile. Au démarrage, quand j'ai commencé, j'ai un réseau voilà, de photographes. Mes copains, ils sont photographes documentaires. J'ai des photojournalistes aussi dans mon réseau. Et ça a été très très compliqué. Il y en a qui n'ont pas compris du tout que je puisse faire ça. J'ai eu des débats assez houleux avec des collègues, donc avec des copains photographes. Ça m'arrive encore d'avoir des remarques et je trouve ça tout à fait sain. Il n'y a aucun problème pour en parler et j'ai pas un avis omnipotent sur le truc. Chacun pense ce qu'il veut et je suis ravie de discuter du sujet. Mais je trouve qu'avec le temps, tous les a priori qu'on a sur l'IA commencent aussi à disparaître. On commence à plus en parler, on commence à mieux connaître. Voilà. Je trouve que ça s'apaise un peu, mais les choses seraient tellement plus faciles si c'était légiféré. On espère. J'imagine qu'il y a des accords qui seront finalement trouvés comme il y a eu avec Google sur la recherche d'images et la diffusion des images sur leur moteur. Mais bon, on sent que c'est encore compliqué. Est-ce que, Jonathan, toi, tu aurais des choses à ajouter sur cet aspect? Comment vous êtes perçu? Alors vous êtes 100% IA. Est-ce qu'on vous contacte pour des prods classiques? Alors oui, nous, on est drivé par l'IA, mais on n'est pas contacté pour des prods classiques. On fait de la prod classique quand on doit marier prod classique et IA. Dans tous les cas, toutes nos productions, elles sont hybrides parce qu'on fait de la Gen AI, on fait travailler des retoucheurs, on fait travailler de la 3D. Donc à minimum, c'est ça, de manière générale. Et parfois, ça nous arrive quand il faut shooter une égérie, filmer une égérie, filmer quelqu'un de connu, et ben on mixe les productions pour créer des nouvelles choses. Donc ça nous arrive de mixer ça. Et sur le droit, évidemment, on se bat aussi pour que le droit soit plus reconnu, que les artistes soient plus reconnus, qu'ils soient protégés. On a écrit à Rachida Dati, on est en lien avec les équipes de Claire Chapas sur le sujet, mais il y a un dicton qui dit quand il y a une innovation, les Américains foncent, les Chinois la copient, et l'Europe la légifère, fait de la paperasse dessus. Donc on ne va pas attendre que les Français fassent de la paperasse dessus pour avancer. Avançons et essayons de faire avancer aussi le juridique en même temps. Dans l'univers de la musique, ça évolue plutôt bien, d'après ce que je comprends. Ça serait pas mal qu'en termes d'image, ça évolue aussi, mais on est quand même à la bourre. Déjà, en tant qu'auteur, on va des sessions de droit d'auteur. Aujourd'hui, les sessions de droit d'auteur pour un photographe, c'est la temporalité, les supports et la localité. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on vend du digital pour la France. Déjà, digital pour la France, Internet, ça n'arrête pas à nos frontières. C'est complètement débile, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont censés bosser sur le sujet, donc je ne vais pas attendre 10 ans pour utiliser ces outils. Et en attendant de légiférer, donc on va pousser dans le bon sens pour que les artistes soient protégés, que les marques soient protégées aussi, et avançons. Après, pour la localité, tu peux céder des droits au monde entier. Pour Internet, ça se fait assez couramment. Et les marques de luxe. C'est quand même bien qu'il y ait des garde-fous, mais effectivement, il y a on a clairement du flou sur l'IA. Est-ce que on a déjà peut-être des questions parmi où ça vous allez, c'est limpide, vous allez tous vous précipiter faire de l'IA. Vas-y. Ouais, j'ajouterais un truc qui est un peu mon constat de la semaine pro de Arles que je trouve vachement intéressant, c'est que finalement le milieu artistique, de la photo artistique, a beaucoup moins de réticence à utiliser l'IA que le milieu de la photo commerciale. Voilà. Donc la photo commerciale, quand je parle de publicité,
majoritairement de publicité, ils l'utilisent et tout. Mais c'est rigolo que les photographes soient coincés entre, en fait, finalement, le côté artistique où il y a plein d'artistes qui utilisent l'IA. Il y a déjà des expos dans tous les sens, celle du jeu de paume, voilà, et le hangar à Bruxelles qui a fait une énorme rétrospective de l'IA, etc. Donc c'est intéressant de voir que ça habite déjà un peu tous les milieux, mais que pour autant, il y a un truc qui freine, quoi. Voilà. Et ça tu l'expliquerais, je sais pas, ou toi, Jonathan, tu le sens aussi? Est-ce que tout type de client vous contacte, ou il y a des clients, non, pour eux, c'est non pour l'instant? Est-ce que vous avez vu, enfin, je sais pas, est-ce que vous démarchez, ou est-ce que vous êtes assailli de demandes, donc vous avez passé cette problématique? Non, c'est sûr qu'il y a de l'attraction, en termes de newbies. On ne démarche pas tant que ça. Déjà, après, c'est dur à répondre parce que nous, les clients qui viennent nous voir, c'est qu'ils sont plutôt ouverts à l'IA. On ne va pas convaincre des gens, des groupes qui n'ont pas envie d'y aller. Par contre, on est là aussi pour rassurer. Quand on travaille avec des groupes et qu'on parle avec le service juridique d'LVMH, il faut qu'on puisse les rassurer. On a des contrats cadres, on a des contrats commerciaux avec ces entités qui sont assez lourdes juridiquement. Elles font tout pour se protéger. Nous, on fait tout pour protéger nos auteurs. Donc on prend beaucoup de responsabilités aussi. Bon, pour le moment, on n'a eu aucun souci. Mais parce qu'on travaille de manière éthique, créative et respectueuse, je pense. Donc, du moment, si c'est dans tes valeurs, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Après, pardon, après, on va répondre à vos questions. Vas-y, on a le temps. Juste que ce qui est sûr, c'est que je vois les photographes autour de moi, et moi compris, depuis janvier 2024, il y a quand même une chute de nos chiffres d'affaires qui est assez inquiétante. Hein. Donc il y a de ça aussi qui fait que les photographes ne sont pas non plus emballés par l'IA. D'un côté, ça attaque nos revenus, donc c'est un peu comme si on était obligé de s'y mettre pour pouvoir rester photographe ou artiste en tout cas, et donc ça c'est un peu gênant, c'est-à-dire que le marché bouge avant nous. Je trouve que malheureusement ça c'est une réalité, c'est-à-dire que pour être quand même aux premières lignes des deux, effectivement j'ai quand même un client là pour qui je viens de terminer une campagne avec qui je travaillais avant pour faire des campagnes de pub en photo, hein. Donc c'est très très concret que l'IA attaque le marché, en tout cas du point de vue de la publicité. Après, libre aux photographes de se réorienter, de faire que du corporate, parce que le corporate pour l'instant voilà, ou de faire d'autres types de revenus. Mais ça, c'est vrai que le marché change, donc il va falloir s'adapter, quoi. Oui, Mehmet. Alice, est-ce que vous pouvez détailler votre workflow et puis les applications que vous utilisez en général? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend de mon travail. Donc, quand je fais de l'IA générative, donc quand je fais un faux documentaire, je démarre en général par une IA qui s'appelle Midjourney ou une autre qui s'appelle Rêve. Et j'ai une manière de travailler qui m'est très personnelle. Un autre artiste IA travaillerait de manière complètement différente, hein. Donc moi, je fais des prompts qui sont plutôt larges parce que j'aime bien interagir avec l'IA. Donc j'aime bien que l'IA me surprenne. Donc je fais des prompts assez larges et par contre, je regarde des tonnes et des tonnes d'images jusqu'à ce que j'ai une image qui me tape dans l'œil et qui corresponde à ce que j'avais en tête. À partir de là, donc que ce soit sur Midjourney ou sur Rêve, après je passe sur une IA qui fait de l'upscale, donc qui m'améliore la qualité de l'image, qui me rajoute du grain de peau, qui corrige des erreurs, etc. Et puis derrière, moi je travaille beaucoup, je viens changer des éléments avec d'autres IA, principalement idéogrammes, mais ça peut être d'autres IA. Et une fois que ça peut être aussi l'IA de Photoshop. Et là, je passe beaucoup de temps sur Photoshop à fignoler tous les petits détails de l'image, c'est comme de l'editing, quoi, comme de la retouche, à changer des choses qui me déplaisent, rajouter du grain, faire des choses comme ça. Et après, c'est vrai que d'abord, je génère toutes les images de ma série sur Midjourney et sur Rêve avant de passer à l'étape d'après. Voilà, donc je fais d'abord ma série d'une 30aine d'images. Et quand j'arrive à la dernière étape, que tout est finalisé, j'enlève certaines des images. Je fais mon editing final. Donc ça, c'est pour le 100% IA. Pour
mon travail où j'utilise mes images argentiques que je scanne et que j'anime, là j'utilise des logiciels d'IA qui sont pour du film. Et donc j'utilise principalement Runway ou Kling. Voilà, après il y en a plein d'autres, des hyper forts, hein, mais comme moi je travaille surtout avec des plans fixes, c'est les IA qui marchent le mieux pour moi. Et, des réalisateurs travaillent avec plein d'autres, VO3, enfin il y en a plein. Et ce que tu disais aussi, c'est que, alors je ne sais pas si c'est pour, tu l'utilises aussi pour tes travaux personnels ou si c'est plus pour les commandes, qu'il y avait effectivement, il n'y a pas qu'une IA au départ et qui fait tout, il y a des IA très spécialisées. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut rebondir là-dessus, apparemment pour les lumières, pour peaufiner, etc. Alors après, là, ça dépend de l'artiste et ça dépend de la manière de travailler. C'est vraiment très variable d'une demande à une autre. Quand je parle là pour de commandes clients, c'est vraiment très très variable, que ce soit par exemple de la nature morte où on veut quelque chose d'extrêmement précis. Je pense notamment à la beauté, au packshot. Là, il y a un mélange d'IA et de 3D. Il y a beaucoup de travail de retouche par exemple. Moi, mon travail qui est toujours d'inspiration assez documentaire, j'utilise pour une commande entre 4 et 10 logiciels d'IA, voilà. Ou sont utilisés, parce que je travaille, puis après il y a un retoucheur qui travaille. Voilà. Mais les images, elles sont reconstituées quasiment de A à Z. C'est presque du travail de collage, quoi. Mais tout ça, ça a vocation, je pense que c'est temporaire, hein. À terme, en fait, on passe beaucoup de temps à récupérer les défauts de l'IA, quoi. Donc à terme, ça devrait se résorber. Est-ce qu'il y a d'autres questions, jeune homme? Alors, merci pour votre témoignage, car je trouve ça intéressant quand même de parler de l'IA, parce que ça fait partie de notre quotidien et c'est toujours important d'en parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y a un réel avenir sans IA dans la photographie? Est-ce que vous pensez? Ah oui, ah bah tout à fait, et encore heureux. Ah oui, oui. Mais de la même manière qu'on voit là partout à Arles des photographies qui sont faites à la chambre, alors qu'on travaille, moi je travaille pour mes clients en majorité en numérique, il y a encore heureusement, ça me briserait le cœur. Mais oui, mais par contre ce qui est sûr c'est que tous les photographes ne pourront pas continuer à en vivre. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a deux parties. Ouais, il va y avoir des... Je pense que, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va y avoir une nouvelle structuration du marché. Il y a beaucoup de photographes qui perdent leurs revenus, là, donc je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, quoi. Donc une partie fera de l'IA en même temps que de la photo, une partie trouveront un autre boulot en même temps que la photo, une autre partie se mettront à faire un autre type de photo. Quand avant ils faisaient que des commandes pub, ils se mettront à faire aussi, je sais pas, des mariages, de l'événementiel, des portraits corporate, voilà. Après c'est des choix personnels de carrière, hein. Mais je suis pas sûre que... Enfin, comment dire, la photo n'arrêtera jamais d'exister. Juste pour finir, effectivement, je pense qu'à chaque fois, pas pour finir, mais pour rebondir, on voit bien que toutes les évolutions technologiques opèrent des grands changements. L'apparition du CD a enterré le vinyle jusqu'à ce que le vinyle revienne. Alors, les productions ne sont pas les mêmes, mais il est toujours là. Le numérique a tué l'argentique, sauf qu'aujourd'hui l'argentique revient. Les marchés, on est d'accord, ne sont pas les mêmes. Mais, donc il n'y a pas de... Enfin moi non plus, je ne crois pas à une disparition. Par contre, évidemment, il y a toute une partie de la production qui va certainement migrer. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce que tu veux dire. Donc pas d'inquiétude dans la mesure, si vous aimez la photo, si vous aimez l'argentique, si vous aimez le numérique, vous devrez pouvoir continuer à en faire. Puis, pardon, mais du coup, j'ai fait des lectures de portfolio là, quasiment tous les jours et c'est vachement intéressant. J'arrivais avec mon iPad, avec mes arbres qui courent, donc avec quelque chose qui est très numérique finalement, et j'avais tout autour de moi des dizaines de photographes qui arrivaient avec des tirages. Donc on est bien évidemment, un photographe va à une lecture de portfolio avec des tirages. Donc on voit bien qu'en fait ça cohabite et c'est fait pour cohabiter. C'est pas, un outil vient pas remplacer l'autre. Mais vraiment, et je trouve que encore une fois, c'est ça la richesse, la démarche artistique. C'est la vôtre, quoi. Peu importe. Et après, peu importe les outils qu'on utilise. C'est intéressant quand les outils ont une cohérence avec le propos. Mais
Après, peu importe l'outil qu'on utilise, tant que la démarche artistique est... Et je rejoins les propos d'Emmanuel, car pour moi c'est un changement civilisationnel. Donc, quand on regarde le passé, dans les civilisations, il y avait des chasseurs-cueilleurs, puis quand il y a eu un changement civilisationnel, quand l'agriculture est arrivée, si je ne me trompe pas en Mésopotamie, etc. Je ne suis pas historien. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces chasseurs-cueilleurs? Ils se sont posés la même question que toi, est-ce qu'on va mourir? Et en fait, ils sont devenus agriculteurs. Et après, quand il y a eu l'arrivée de l'écriture et de l'impression, etc., tous ces agriculteurs, ils sont transformés aussi. Ça a été un nouveau changement civilisationnel, et il y a eu des nouveaux métiers qui sont créés. Ils sont devenus artisans, ils sont devenus scientifiques, ils sont devenus, etc. Donc là, c'est un peu le même changement. Ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de changements et on ne sait pas où on va, mais il va y avoir des nouveaux métiers aussi qui vont se créer, forcément. De manière plus large que la photo, tous les métiers du computing, donc tous les métiers qui sont liés à un ordinateur, demain, 90% de ces métiers n'existeront plus. Oui. J'avais une question à Alice et Jonathan, c'est dans votre travail en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'IA? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'IA en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur? Et une seconde question à Alice, est-ce que en tant que photographe, tu te considères maintenant réalisatrice? Parce que tu peux mettre tout de suite en mouvement. C'est vachement intéressant parce que c'est une question que je me pose de fond. Je ne ferme pas la porte au fait que je puisse me mettre à faire des films, pourquoi pas. Mais j'en ai parlé toute la semaine là. Pour l'instant, en tout cas, ma démarche, c'est vraiment des photos animées. Et moi, ce que j'aime bien, en tout cas dans mon propos actuel d'artiste, c'est qu'il y ait cette surprise de... on voit une photo fixe et puis tout à coup, elle se met à bouger et elle raconte autre chose, quoi. Et du coup, je fais venir quelque chose, un nouveau propos qui n'était pas attendu. Donc pour moi, ça reste de la photo. Et c'est pour ça que je tiens vachement à ce que ce soit des plans fixes et que, en fait, il y ait juste un sujet qui bouge ou plusieurs dans l'image, mais que l'image en elle-même ne bouge pas. Sinon, après, pour moi, c'est autre chose. Et qu'est-ce qui me plaît? En fait, au moment où l'IA est arrivée, moi, mon chemin de photographe documentaire, il prenait un tournant qui était très très sérieux, où je faisais énormément d'associatifs sur des problématiques très très graves et très lourdes qui me tenaient à cœur, hein, mais du coup j'étais vraiment à fond dedans. Et l'IA, ça est venu, et aussi j'avais énormément de commandes. Et les commandes pour les photographes professionnels, c'est aussi quelque chose qui peut être dur à gérer parce que ça vient abîmer la petite flamme à terme. Et en fait, moi, l'IA, ça m'a permis de ranimer cette petite flamme créatrice, en fait. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante de vivre à cette époque-là parce que du coup, ça m'a permis un emballement émotionnel complet qui a rejailli sur la photo et qui fait que maintenant, je suis à fond les ballons et que j'adore ce que je fais, quoi. Alors que je pense que potentiellement, je ne sais pas, hein, mais ça aurait pu s'éteindre à terme parce que vraiment, l'exigence des commandes photo fait que c'est difficile de retrouver le souffle cette petite flamme qu'on a en nous de création. Voilà. Donc j'adore l'IA pour ça, c'est qu'on est encore à un moment où on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Et moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'entrepreneuriat. Moi, je suis un ancien directeur artistique, et ce que j'aime, c'est créer, mais aujourd'hui, je trouve que je crée plus en entreprenant et en utilisant toute cette innovation, en étant entouré de talents ou à voir les talents grandir. Pour moi, c'est plus satisfaisant que créer des brandings, que créer des univers pour des marques, comme je le faisais avant. C'est ça qui me satisfait aujourd'hui. Bonjour, merci pour cet échange, c'était hyper intéressant. Étant donné qu'on a parlé du fait que ce n'était pas légiféré, est-ce que vous-même, en tant qu'individu, vous êtes posé des limites à ne pas franchir, des choses à expérimenter? Oui. Donc il y a une pratique qui s'appelle les clean prompts. Donc c'est de ne pas mettre d'influence d'artiste dans les prompts. Donc ça c'est une limite que je me suis mis très tôt. C'est-à-dire que j'ai fait des tests pour moi parce que ça m'amusait de voir ce que ça donne de mettre à la manière de Martine Parr ou à la manière de je sais pas qui. Mais en fait jamais dans des travaux que je montre. Ça, je l'ai compris assez tôt. L'autre
L'autre limite que je me mets, c'est que je n'utilise pas des images de d'autres photographes ou d'autres artistes pour alimenter l'IA. Je le fais avec mes images. Voilà, je dirais. Après, là, il y a une question qui a été soulevée par mon agent en Angleterre que je trouve très intéressante, c'est que eux, c'est un agent photo. Et donc, eux, quand ils ont commencé à représenter une artiste qui faisait aussi l'IA, ils étaient face à un problème qui était comment on distingue, etc. Et donc, ils ont mis une pastille sur toutes mes images IA. Et en fait, on en a beaucoup discuté en se disant c'est quand même vachement intéressant qu'aujourd'hui, quand je poste une image Instagram une image IA sur Instagram, ils me demandent si c'est de l'IA, donc je dis oui, mais ça n'apparaît nulle part, quoi. Donc il n'y a pas de code visuel qui dit que c'est de l'IA. Donc parfois je me demande à quoi ça sert Donc ils sont tout à fait en capacité de pouvoir obliger les gens et de tracer avec leurs algorithmes qu'est-ce qui est de l'IA, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc encore une fois, il n'y a pas de cadre puisque personne ne le fait. Donc on m'a déjà demandé aujourd'hui, même cette semaine, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas un code visuel sur vos images et tout? Bah la réponse c'est que je trouve que c'est pas à moi de le faire, quoi. C'est pas à moi de... Donc je pourrais, hein, pourquoi pas et tout, mais je trouve que c'est à ceux qui diffusent de le faire. Oui, vous pouvez passer le micro. Bonjour. Moi, je me posais comme question, Alice, parce que dans ta pratique photographique, que je connais avant ce que tu fais en IA, tu as su développer une écriture photographique que tu retrouves, enfin qu'on retrouve même dans ce que tu produis en IA, comme tu le disais tout à l'heure, de manière apparemment assez intuitive, notamment dans une chromie, des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'en devenant aussi productrice IA aujourd'hui, tu vas pouvoir faire évoluer ta vision d'auteur, ton écriture, enfin du coup plus photographique, mais est-ce que tu vas pouvoir pour le moment, ce que tu as mis en place, ce que tu as su développer, tu le mets au service de ce que tu crées en IA? Et est-ce que ça va évoluer encore? Est-ce que tu vas réussir à renouveler comme un photographe, comme un auteur-photographe qui se renouvelle aussi dans son écriture? Est-ce que c'est possible aussi de cette manière-là? Bah, tout à fait, et c'est déjà le cas, c'est-à-dire que... et c'est vachement agréable. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait en IA, qui du coup était hyper léger, quand à côté ce que je faisais en photo était hyper sérieux, et ben petit à petit, ça évidemment... ça m'a permis de me redéfinir en tant que photographe et d'aller vers une écriture en tout cas qui est un peu plus drôle, un peu plus, j'allais dire, énergique, vivante dans mes sujets, etc. Alors que j'étais dans des trucs très très dramatiques. Et ça, je trouve ça hyper appréciable parce que du coup, ça me rassemble et j'arrive sur un propos qui est global et qui pour moi est beaucoup plus artistique en fait. Et donc oui, tout à fait, c'est l'IA qui a amené ça. Hein. Et en fait, qui m'a réconciliée avec une partie de moi-même finalement en tant que photographe. C'est-à-dire que je me suis remise à avoir une écriture qui me correspond plus. Voilà. Merci déjà à tous les deux d'être là et de parler de ça et de parler de façon assez libre dans cet endroit qui est quand même un repère de gens qui pourraient être hostiles à tout ça. Merci à l'UPP. Déjà l'année dernière, il y avait eu une conférence sur l'IA et de continuer à investiguer ça parce que c'est très important. Je suis assez frappé, j'ai une remarque et deux questions. Je suis assez frappé en un an de voir l'évolution, même ici autour, des mentalités. On était sur quelque chose d'assez hostile, des questions plutôt sur les formes juridiques, sur les watermarks, c'est toujours pas résolu, il y a toujours les mêmes problèmes qui sont là. Ça avance lentement, mais le marché il évolue. Ça me fait un parallèle un petit peu avec, je suis sorti de l'école Les Lumières en 2004, je suis rentré en 2001. On était full argentique, je suis sorti en 2004, le marché était passé en numérique, le matériel n'était pas prêt, les photographes n'étaient pas prêts, mais les clients ils avaient compris tout de suite et eux ils étaient prêts. Donc ça a été un carnage pendant 4 ans. Et après on s'est adapté. Là, vous le disiez tout à l'heure, il y a des secteurs entiers qui bougent. J'ai des amis qui dans la pub qui n'ont pas travaillé depuis 8 mois. Ça ne va jamais arriver dans la vie et ça va revenir pas pour tout le monde et pas de la même façon. Et même moi qui fais plutôt du corporate, dont vous en parliez, et surtout de la photographie d'architecture, je suis aussi impacté parce que tous les autres photographes qui passent pas à l'IA sont en train d'investiguer ces secteurs-là et font baisser drastiquement les tarifs parce que trop de concurrence, c'est toujours la même chose, c'est ce qui se passe. Voilà, ça c'était la petite remarque. Et je suis fasciné à la vitesse à laquelle ça va sur les évolutions technologiques, les 2 dernières versions, même des moteurs de rendu de Google, de OpenAI. Les dernières versions sont fascinantes, ça me
plein de problèmes aussi éthiques sur ce qu'on en fait dans la partie documentaire. J'arrive à ma question pour vous, et j'ai une autre question aussi pour vous après. Je suis très frustré parce qu'on est en 2025 et il y a l'IA, il y a tout ça, mais c'est toujours compliqué d'avoir du réseau téléphonique ici, donc je n'arrive pas à voir votre travail que je ne connaissais pas. Donc j'ai une question, mais peut-être que vous y répondez déjà sur votre site. Vous parliez de votre mélange entre, vous différenciez vos présences virtuelles, IA et documentaire, et là vous mélangez maintenant. Et sur une activité, vous l'avez dit, créatrice artistique, c'est assez. On peut comprendre l'arrivée de l'IA et que ce soit intégré. Sur tout ce qui va être lié plus au réel, donc les approches documentaires, les approches plus reportage, est-ce que vous avez continué d'autres séries documentaires et comment vous mixez sur votre site ces deux approches-là, parce que c'est quand même très différent, l'IA est sur quelque chose de créatif qui vient de vous, on a une subjectivité très forte, et sur une approche documentaire, on est quand même fortement lié aussi au réel, à l'interaction avec des gens, avec des choses qu'on découvre, d'arriver dans des endroits et de se laisser surprendre. On peut arriver avec des idées, des choses préconçues, et c'est l'accident de la vie, la rencontre qui va nous amener à faire autre chose. Alors, est-ce que vous y arrivez à faire cet accident dans l'IA? Et j'avais une autre question pour vous, Jonathan. Donc là, vous êtes sur un marché qui émerge, mais on voit aussi que toutes les agences de pub sont en train de se mettre en ordre de bataille. Publicis est en train de virer tout l'achat d'art. Ils ont investi des millions dans l'IA. Comment vous envisagez la suite pour vous? Parce que vous êtes sous forme un peu d'agence avec des créatifs. Vous êtes face à des gens qui ne sont pas tous des gentils et qui ont peut-être moins de scrupules et qui vont être en concurrence frontale vers vous sur ces quelques clients qui nous restent, qui sont surtout du luxe, comme vous disiez. Pardon, c'était trop long, merci. Non, mais réponds d'abord, comme ça, moi, c'est une question qui est vachement importante, donc je vais réfléchir un peu. Non, c'est vrai que ce qui fait peur, c'est que la technologie évolue extrêmement vite. Du coup, notre société, elle est naissante, mais peut-être que dans 6 mois, on n'aura pas la même traction. En tout cas, pour nous, l'œil humain combiné à cette expertise, ces outils, c'est la bonne solution. Pourquoi on va dans le luxe? Parce qu'il y a des moyens, parce que c'est créatif, parce qu'ils doivent produire énormément de contenu, que les clients sont assez essoufflés d'aller en prod tous les jours au bout du monde ou même en studio à Paris. Donc on les fait respirer aussi, les clients, parce que les marques de luxe sont quand même assez sous l'eau. C'est pour ça qu'on est quand même assez spécialisé, quand même assez niche pour amener de l'excellence là où il y en a peu. Et j'espère qu'on va tenir comme ça. Peut-être pas, peut-être que oui. Comme vous, c'est des interrogations, parce que nous, on n'est pas des créateurs d'outils. Et je ne sais pas demain comment vraiment le marché va évoluer. Et là, pour le moment, on prend la vague. Après, on verra après. Ça, c'est ma réponse. Et moi, pour vous répondre sur la différenciation entre mes différents travaux, en fait, tout ce qui est généré 100% par IA est dans une case sur mon site appelée IA, donc travail IA. J'ai un compte Instagram où c'est alistoma.ia, quand j'ai un compte Alistoma où c'est mon travail de photographe. La question s'est posée quand je me suis mise à animer mes propres images. Et comme c'est pour moi mon terrain d'expression future, mon territoire d'expression future, et que c'est l'utilisation de mes propres images, je les ai classées dans mes propres images de photographe. Voilà. Quand bien même elles sont animées avec l'IA. Mais c'est intéressant parce que c'est une classification dans le monde de l'art. L'IA générative 100% n'intéresse absolument pas. Pour des questions d'éthique majoritairement, mais ça les intéresse pas du tout. Et puis parce que je trouve que je suis assez d'accord, c'est un terrain de jeu, mais d'un point de vue artistique, c'est pas hyper intéressant. 100% IA, sans dialogue sur la forme, on va dire, sans propos sur la forme. Par contre, quand c'est utilisé, combiné avec la photo ou avec d'autres techniques, là, ça devient vachement intéressant si ça sert aussi le propos, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Stéphanie. Tiens, tu as un micro juste là. Donc Stéphanie de Reclub, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, je suis la directrice juridique de l'UPP, mais ma question n'a rien de juridique ce soir. Je voulais savoir quelle était la courbe d'apprentissage et quel était l'investissement qui était nécessaire. Vous parlez de faire cohabiter, de faire dialoguer plusieurs IA ensemble. Déjà discuter avec une, ça me paraît compliqué, donc je voulais savoir comment on s'y met, comment on plonge, comment on progresse et à quelle vitesse ça va et à quel moment ça devient gratifiant.
C'est une super question, merci, parce que du coup, c'est effectivement un sujet qu'on n'a pas trop abordé. La première chose, c'est que sachez qu'il existe des formations et qu'en tant que photographe, vous avez le droit à ces formations, que vous avez un crédit formation et que... Il y a l'AFDAS quand même. Oui, bah juste effectivement, j'en profite pour glisser un mot sur l'AFDAS qui est présent aussi à la maison des photographes ici. Il y avait une conférence juste avant. Si vous êtes photographe et auteur, vous avez un capital formation qui est non négligeable, qui est à peu près 5 000 € par an. Et donc l'AFDAS propose de nombreuses formations, dont bien sûr des formations à l'IA. Après, c'est pas aussi simple, ça va pas tout résoudre. Oui, mais il y a des formations très très compétentes. On connaît des formateurs qui sont très compétents. Je pourrais vous en parler après si vous voulez. Sur le sujet, il n'y a pas de problème. Après, si vous êtes plutôt de nature autodidacte comme moi, je dirais de commencer avec Midjourney ou avec Rêve et puis de vous mettre à lui parler, quoi. Lui demander des trucs, essayer et de lui parler de manière précise, de lui parler de manière moins précise, de faire des tests en fait. Et je dirais que la courbe d'apprentissage, il y a une barrière au début, hein, c'est pas évident de s'y mettre, etc. Surtout quand on n'est pas hyper habitué à ce type de logiciel. Mais je dirais que moi, en un jour ou deux, je commençais déjà à m'amuser vachement, quoi. Et après, moi je trouve que ça vient très très vite. Hein. Et après, sur la multiplicité des logiciels, ça vient quand on commence à travailler pour des commandes ou de manière plus professionnelle, et c'est en testant. Mais je trouve que déjà, si on commence avec Midjourney et Rêve, on a déjà une belle base, quoi. Je pensais qu'elle allait dire 6 mois, là, tout d'un coup. Non, bah non. Impression. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour essayer de conclure, et notamment pour rebondir un petit peu sur ce qu'on a parlé, à savoir les craintes que l'on a, un peu le côté inconnu, la rapidité dont tu parlais effectivement entre l'année dernière et cette année. Je crois qu'effectivement, il y a un des facteurs un peu anxiogènes, c'est la rapidité avec laquelle se déploient ces technologies. On l'avait vu déjà avec Internet qui avait changé assez rapidement. Là, l'IA, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait plusieurs annonces. Vous avez commencé effectivement à faire des choses avec un logiciel, 6 mois après, soit il y a quelque chose qui fait beaucoup mieux, soit le logiciel a complètement évolué. Et donc il y a ces deux temps-là, le temps de la technologie qui aujourd'hui qui est ultra rapide, donc on peut avoir un côté de trop plein en se disant mais comment on va s'en sortir, et à côté effectivement le temps un peu du législateur qui lui doit réfléchir, et ça ne veut pas dire qu'il faille lâcher l'affaire, mais effectivement cette conférence c'était se dire bon, on peut attendre qu'il y ait un cadre très bien défini, qu'on en sache plus sur comment on peut rémunérer les auteurs, faire un partage de cette richesse qui est créée. Ou alors on peut quand même dire aux photographes, écoutez, regardez ce qui se fait, commencez à vous former. Et parce que nous, à côté, l'UPP, l'ACF, la DGP, tous les acteurs, il y a un travail de longue haleine qui est fait, il y a des négociations. On a bon espoir que ça aboutisse. Mais effectivement, ce temps-là, il est plus long. Donc en attendant, je pense qu'on peut continuer à avancer en étant éthique. Alice l'a mentionné. L'éthique, on peut aussi l'appliquer et développer son éthique. On n'est pas obligé d'être des flibustiers. Puis j'ajouterais que d'un point de vue purement artistique, il ne faut pas se laisser impressionner par les milliards de mises à jour et les trucs qui sont d'un coup révolutionnaires et tout. Choisissez un outil, essayez-en plusieurs au début, mais pas trop. Choisissez-en un et puis progressez avec celui-là. Et en fait, en ayant la connaissance d'un outil, après derrière, les ponts, ils se font beaucoup plus facilement. Mais très sincèrement, je trouve que c'est beaucoup de com, etc. et que ça impressionne. Je veux dire, le processus créatif, il est lui aussi assez long. Et donc il ne faut pas se laisser avoir par ce truc de rapidité de notre époque là, qui fait qu'il faut toujours sortir des trucs hyper vite, parce que sinon on perd l'algorithme Instagram, et puis on est plus visible, et puis ci et ça, et puis on est à la rue. Alors c'est vrai que moi, régulièrement, tous les 2-3 mois, tout le monde se met à parler d'une IA, et puis alors je ne l'ai jamais essayé, et puis alors tout d'un coup elle devient hyper importante, et effectivement elle me manque dans mon processus, donc pendant une demi-journée je la teste, etc. Puis après c'est bon. Donc en fait c'est vraiment le premier truc, c'est de sauter le pas vers une ou deux de ces IA pour que vous trouviez une manière de bosser avec, quoi. Évidemment si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à clore ? Tout le monde veut boire l'apéro. Ouais, en tout cas, merci encore Alice, merci. Jonathan. Pour ceux avec ou sans connexion, vous pouvez toujours, sinon vous tapez Alice Thomas photographe, vous allez trouver facilement
les œuvres. Il y a effectivement plein de choses très chouettes, des choses très rigolotes, des choses qui font réfléchir. Donc, et puis, si vous avez un talent pour l'IA et la photo, écoutez, il est là. Lancez-vous. Ah oui. Merci à vous, très bonne soirée.